de participer à cette session et qui était un peu retenue. Donc, merci d'avoir patienté pour ceux qui sont là depuis un moment. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons effectivement parler de design et de protection des données à caractère personnel. Et, et je me présente, je suis Alao Olayode Adjassa. Je dirige le cabinet 360 Conseils, consultant donc en protection des données à caractère personnel. À 360 Conseils, ce que nous faisons, c'est l'accompagnement des organisations euh, à faire face aux enjeux juridiques et économiques euh, et technologiques du moment. On intervient dans tous les secteurs d'activité, industrie ou services. On accompagne toute forme d'organisation, organisation internationale, entreprise ou bien société commerciale, administration publique, entreprise semi-publique. Alors, nous avons comme approche un regard 360 conseils, une identification claire des besoins, un choix étudié, une évaluation raisonnée des risques encourus et une information claire sur les obligations de nos clients et nos obligations également. Et nous travaillons en tout cas à offrir chaque fois des solutions pragmatiques aux problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. Nous sommes une équipe ensemble depuis 2017. Donc, ça permet une certaine connaissance de nos procédures et métiers. On a quand même cette stabilité au sein de l'équipe qui permet. Nous avons travaillé déjà avec plusieurs organismes, que ce soit des organismes publics, des organisations internationales, telles qu'on a dit, des sociétés, JMA+, Daelian, IRJ, Benabel, ASFAM, IFTC, Sobebra, OIM, Vital Finance et j'en passe. Aujourd'hui, donc, le sujet, c'est le lien ou les liens qu'on peut faire entre US Design et protection des données à caractère personnel. Nous allons successivement essayer de nous comprendre, ensuite voir comment est-ce que le pont s'est construit entre données à caractère personnel et les métiers du design, spécifier l'appel que le droit fait au design et ensuite aborder, on va dire, les réponses du design au droit. Alors, je marque une pause pour m'assurer que vous avez mon écran et que tout le monde est bien connecté dans la salle. Oui, parti que là, je vois bien votre écran. Merci. Merci. Super, Madame Laourou, Monsieur Romain, c'est parfait. Alors, on y revient donc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'US et l'UI Design et la profession et la protection de données à caractère personnel semblent des domaines distincts, mais qui convergent dans notre contexte actuel de plus en plus dans le même sens. Au Bénin comme ailleurs, cette intersection est d'une utilité considérable pour garantir à la fois une expérience utilisateur optimale et le respect des régulations en matière de protection des données. Alors, pour qu'on se comprenne, il faut qu'on reparte sur la notion de données à caractère personnel. Euh, Bénin, c'est le livre cinquième, d'accord, qui traite de la notion et qui nous offre une définition euh, du, du thème donné à caractère personnel. Et par ce thème, il faut entendre toute information automatisée ou non qui permet d'identifier une personne physique directement ou indirectement, quel que soit le support sur lequel cette information se trouve. C'est d'abord la loi 2009, d'accord, du 09 du 27 avril 2009,
qui a défini la notion et cette définition n'a pas avancé malgré une révision intervenue en 2017 qui nous a offert notre désormais célèbre code du numérique. Et pareil, lorsque ce code a été retouché très partiellement en 2021 à travers la loi 2020-35 du 6 janvier 2020 donc. Alors, j'espère que tout continue d'aller correctement. Je suis un peu perdu avec mes supports. Voilà. Alors, le livre 5e du Code du numérique, c'est le socle juridique de toutes les activités relatives à la protection de données à caractère personnel parce que ce livre fixe le cadre légal de la protection personnelle, de la protection de la vie privée et professionnelle consécutive à la collecte, au traitement, à la transmission, au stockage et à l'usage des données à caractère personnel en République du Bénin. Quant au UX design, de quoi est-ce qu'on parle? On parle donc de cette activité qui se concentre sur l'amélioration de l'expérience utilisateur en rendant les interactions avec les produits numériques intuitives et satisfaisantes. L'UX design, l'UX UI design englobe la recherche utilisateur, la conception de l'interaction et les tests d'utilisabilité. Le rôle du UX design est donc d'optimiser cette dernière pour une meilleure expérience, pour offrir à chaque utilisateur une expérience optimale à chaque parcours utilisateur. L'UI design, quant à lui, va se concentrer donc sur la présentation visuelle des interfaces. Il inclut le choix des couleurs, des typographies et des éléments graphiques visant à rendre l'interface attrayante et cohérente. L'UI design concerne spécifiquement les interactions entre l'humain et l'interface. L'UI design va s'occuper notamment des éléments graphiques et textuels pour maximiser l'ergonomie. Couleurs, typographie, forme de bouton, d'appel à l'action, etc. Alors, comment est-ce que le pont s'est construit? L'interface graphique, d'accord, ou GUI, en anglais Graphic User Interface, est un élément essentiel ayant mené à la démocratisation de l'informatique au grand public. Avant la naissance donc des interfaces graphiques, il fallait connaître toute une série de commandes que nous devions taper ardemment et savoir en déchiffrer le résultat. La souris n'était pas, par exemple, encore démocratisée. Il fallait savoir naviguer à travers l'arbre des dossiers du système afin donc, à l'aide des commandes, afin de pouvoir utiliser un ordinateur. L'aperçu au fond noir que vous voyez, c'est ce qu'on avait quand on ouvrait un ordinateur. Cet aperçu n'a pas autant disparu parce que si vous connaissez le langage des commandes en tapant CMD dans votre barre de recherche, vous allez encore voir cela. Mais avec l'interface graphique aujourd'hui, c'est plus avec cette interface que nous travaillons. Nous avons une interface beaucoup plus intuitive qui nous permet, sans connaître les commandes, de naviguer. Le Sketchpad, inventé en 1963 par l'ingénieur en informatique Ivan Sutherland, dans le cadre de sa thèse à l'université de Meath, est considéré comme la première interface personne-machine. Et c'est l'image que vous voyez là, qui va être un peu comme on va dire le premier ordinateur utilisable par un homme. Et le Sketchpad n'avait pas seulement, on va dire, l'interface graphique comme innovation, il permettait également le travail des formes géographiques à l'écran à l'aide d'un crayon optique, une invention récente de l'époque. De ce fait, on considère donc le Sketchpad comme le précurseur des logiciels de conception assistés par ordinateur. Donc tout ce qui est Adobe Photoshop aujourd'hui découle un peu du Sketchpad. Le 9 décembre 1968, lors d'une présentation qui s'est déroulée lors de la Joint Computer Conference
aux États-Unis, le monde va découvrir pour la première fois une souris informatique, une interface jetant donc les bases pour le développement d'interfaces graphiques conviviales que nous utilisons aujourd'hui, le système de lien hypertexte, ainsi que les bases de ce qui va devenir la visioconférence, donc ce qu'on fait actuellement. Plus tard, à Palo Alto, en Californie, site du laboratoire Ceros, fondé en 1970 par, entre autres, Douglas Engelbart, va naître l'interface graphique que nous connaissons aujourd'hui. Donc, l'icône informatique, le fameux principe What you see is what you get, popularisé donc dans les années 90 et bien d'autres inventions. What you see is what you get, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire, par exemple, une mise en page, une mise en forme, pardon, dans un logiciel comme Word et de s'assurer que c'est ce qu'on a mis en forme sur le logiciel qui va apparaître lorsque nous allons imprimer donc ce document. Donc, c'est un peu la genèse de l'interface graphique. Alors, le PAC à l'origine est donc à l'origine de Ceros Alto qui a été créé en 1973 et c'est cet ordinateur qui est le premier à utiliser le terme bureau pour désigner la base de son interface graphique. Et c'est une illustration que vous avez à l'écran là. À la suite donc de l'acquisition du PAC par Steve Jobs, l'ordinateur Lisa, ce que vous voyez à l'écran, sorti en 1983, va être la première implémentation d'Apple d'une interface graphique commercialisée à grande échelle. Ayant reçu un prototype de Lisa, puis du Macintosh afin de produire des logiciels Word et Multiplan, ce dernier va devenir Excel. Plus tard, Gates, donc le fondateur de Microsoft, a également compris le potentiel énorme de l'interface graphique et il va débaucher deux pointus d'Iceros en début des années 80 pour livrer sa première version donc, de Windows en 85. Et ça donne ce que vous avez à cet écran. Depuis, le marketing et la communication vont mobilisent en tout cas constamment le design, notamment par la pratique très répandue de l'A/B testing, pour évaluer en permanence ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il s'agit là d'une instrumentalisation du design qui crée à terme des troubles de l'attention, véritable endémie contemporaine. La liberté cognitive a presque disparu dans ce monde d'écran où une multitude donc, de développeurs, de designers façonnent toujours plus finement via les interfaces la frontière entre l'incitation et la manipulation, améliorant sans cesse la boucle de rétroaction du moindre de leurs outils pour favoriser compulsion et addiction. Madame Isabelle Falk-Pierrotin, alors présidente de la CNIL, estime justement que l'interface est bien le premier objet de médiation entre la loi, les droits et les individus. Mais les méthodes consistant à se jouer de notre attention et de nos biais cognitifs pour développer des interfaces manipulatrices et ou trompeuses ont des conséquences directes quant à la capacité dont nous disposons pour faire respecter nos droits. L'attention est au centre des considérations des concepteurs, designers d'applications numériques, et pour capter l'attention de l'utilisateur, ou du moins capter l'attention de l'utilisateur va être essentiel pour tout site qui souhaite que l'expérience utilisateur soit la plus agréable possible pour que celui-ci revienne, interagisse, partage et consomme. Les interfaces graphiques numériques sont souvent créées de manière à rendre l'expérience utilisateur la plus simple et naturelle qui soit. Or, cette adaptation à l'individu et cette captation de l'attention n'est pas sans créer de nouveaux écueils à la fois juridiques, éthiques, sociologiques et économiques. Les empreintes, en réalité, sont empreintes de biais cognitifs qui influencent nos choix et poussent dès lors les régulateurs à s'en saisir. Les études ont montré que l'Internet n'agit toujours pas de manière rationnelle en tant que homo economicus, mais il est influencé par son environnement et les biais associés. Il est facile d'hameçonner donc les personnes par l'entremise d'interfaces et de design abusifs et trompeurs. Même quand on n'est pas dans l'environnement numérique et que vous traversez une ville et que vous avez vu la publicité d'un même produit toute la journée de 8h à 18h,
il est fort probable que le lendemain, lorsque vous vous rendez en magasin, vous soyez tenté, en tout cas, d'aller chercher ce produit-là, ne serait-ce que pour succomber à ce que vous avez vu. Donc, le comportement donc, des individus est non seulement analysé, mais peut être aussi influencé par ces designs et modèles, et ce parfois de manière négative. Ces designs peuvent être ainsi déceptifs, trompeurs et utilisés dans une vision purement mercantile pour pousser à l'achat et au comportement impulsif. Le design peut donc être source de manipulation, d'influence des choix des internautes, lesquels se retrouvent face à un non-choix. Tu es obligé d'accepter des données, la collecte des données en dernière étape d'une validation de panier d'achat, ce qui crée un sentiment de résignation pour l'internaute ou encore de consentement forcé. L'utilisateur est pris, hameçonné et a peur de manquer, ce qu'on appelle le fear of missing out, le FOMO. C'est une anxiété qui va pousser donc l'utilisateur à se connecter machinalement aux applications ou sites Internet. Donc, certains designs sont créés exprès chez certains utilisateurs, ont créé, pardon, chez certains utilisateurs une dépendance psychologique à l'égard de ces applications numériques. Certains jeux en faisant gagner des récompenses, certains jeux, pardon, en faisant gagner des récompenses vont contribuer au développement de ce FOMO. Donc, l'UX design sert à l'incitation des actions des internautes, le nudge ou paternalisme soft par une manipulation positive va également influencer de cette manière-là. C'est la fameuse donc, histoire de la mouche sur la cuvette des toilettes qui va, on va dire, inconsciemment obliger la personne qui se présente pour uriner à viser cette mouche. Pour le coup, c'est positif, mais voilà, on va utiliser la même dans le design pour inciter à faire donc ce que l'utilisateur ne comptait pas faire au préalable. Voilà comment le pont s'est établi entre la fonction initiale du design et la reprise du design par le marketing numérique notamment, et qui va donc inciter le droit à venir et à s'intéresser à ce que fait le designer pour une meilleure donc, sécurité des libertés et droits individuels, notamment le droit donc de la liberté, en tout cas de choisir, de consentir au traitement. Alors, le designer, lui, n'a pas toujours la liberté parce qu'il est souvent contraint par les forces économiques qui ont imposé une grammaire visuelle standardisée. Vous le savez, par exemple, le bleu de Facebook a été choisi juste parce que le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, est un daltonien. Ainsi, les développeurs et les concepteurs se trouvent souvent guidés dans leur choix, ce qui limite leur indépendance. Cette situation va poser des questions sur la responsabilité juridique du designer. Est-il vraiment responsable de l'application qu'il crée s'il n'a pas le contrôle total sur ses décisions? Néanmoins, malgré cette tendance à l'uniformisation, les concepteurs doivent tout de même respecter trois obligations. La première, c'est le principe, la prise en compte donc, du principe de transparence. Ce principe signifie que les informations relatives au traitement des données à caractère personnel doivent être fournies à la personne concernée d'une manière concise, transparente, intelligible et facilement accessible en utilisant un langage clair et simple. Et ce n'est pas nous qui décidons de le faire, de ce principe, mais c'est plutôt l'article 384 du Code du numérique qui oblige tout responsable de traitement à fournir au stade de la collecte une batterie d'informations à la personne concernée. Aux designers de mettre donc en application ce principe sans tomber dans la désinformation. Seul le respect de ce principe garantit que le responsable de traitement offre des gages de sécurité, de disponibilité aux personnes concernées et respecte également la facilitation de ces personnes-là aux informations telles que demandées par la loi. Le designer, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut favoriser cette transparence en rendant les politiques de confidence et plus compréhensibles pour les utilisateurs. À titre illustratif, au lieu de cacher des informations importantes dans des tests technico-juridiques longs et complexes,
Bon design peut utiliser des infographies, des animations et des tests simplifiés pour expliquer comment et pourquoi les données sont collectées, utilisées et protégées. Les interfaces utilisateurs doivent clairement informer les utilisateurs sur la collecte, l'utilisation et le stockage de leurs données à caractère personnel. Des pop-ups, des bannières d'information et des politiques de confidentialité accessibles sont des outils essentiels. Ensuite, il y a la prise en compte du principe de consentement. D'accord? Dans le code du numérique béninois, c'est l'un des piliers, donc, traitement des données à caractère personnel. Ce principe veut que toute personne donne son accord libre, spécifique, éclairé et univoque pour que cette donnée personnelle soit traitée. Ainsi, pour collecter des données personnelles, il est essentiel d'obtenir un consentement explicite de l'utilisateur. Consacré donc par l'article 389 du livre, le principe de consentement veut que l'interface présente de manière claire et concise les informations nécessaires pour que l'utilisateur comprenne les raisons de la collecte et donne son consentement en toute connaissance de cause. Étant également une base légale de traitement des données à caractère personnel, le principe de consentement va fonder toute décision de traitement de données à caractère personnel. Il assure, d'accord, aux personnes concernées un contrôle fort sur leurs données en leur permettant notamment de comprendre le traitement qui sera fait de leurs données personnelles, de choisir sans contrainte ou d'accepter ou non ce traitement, de changer d'avis librement et de retirer leur consentement au traitement de leurs données. De par donc son caractère spécifique, de choisir ou non le traitement granulaire de ces données. Souvent mis en avant lors de la souscription et l'utilisation des services, notamment en ligne, il doit être recueilli dans des conditions transparentes, assurant donc sa validité. Enfin, troisième obligation que le designer et son responsable de traitement doivent prendre en compte, c'est l'obligation de facilitation de l'exercice des droits des personnes concernées. Si l'article 415 oblige le responsable de traitement à mettre la personne concernée en mesure de disposer d'informations suffisantes pour lui garantir un choix en connaissance de cause, le responsable de traitement va satisfaire à cette obligation à travers les CGV, les CGU, les conditions générales de service, la politique de confidentialité ou toute autre mention légale. Et généralement, c'est ici que la personne concernée est responsabilisée. Il lui revient en fait de prendre connaissance de cette information avant de donner son consentement. C'est le conseil ultime, en tout cas, qu'on donne aux personnes concernées lorsqu'il s'agit de traitement de données à caractère personnel. Mais on ne va pas s'y tromper parce que la loi, la législation va retourner la charge de cette préconisation, donc de ce soin que l'utilisateur doit avoir, elle va retourner la charge de cette préconisation au responsable de traitement en l'obligeant, d'accord, à faciliter l'exercice des droits par les personnes concernées et donc à faciliter l'accès à l'information pour la personne concernée. Il revient donc au responsable de traitement et à son designer l'obligation de permettre aux personnes concernées d'exercer leurs droits sans difficulté à travers donc une opposition facile, les options de opt-in, opt-out et consorts. Alors, cela étant compris, on a les trois obligations qu'il faut prendre en compte par le designer. Comment est-ce que le design a répondu? Souvent, le designer a répondu par ce qu'on appelle les dark patterns, tandis que les régimes de protection encouragent les fair patterns. Un dark pattern, en réalité, c'est quoi? C'est une interface Internet qui piège l'utilisateur en affichant des messages trompeurs manipulateurs. En effet, lorsqu'un pop-up impossible à fermer apparaît pendant votre shopping en ligne, lorsque la case assurance est cochée par défaut, quand vous achetez vos billets d'avion, ou même lorsqu'une vidéo est lue avec un volume maximum et que vous ne pouvez pas la fermer, vous êtes alors victime d'un dark pattern. Le but de cette manœuvre est de forcer plus ou moins consciemment l'utilisateur à choisir quelque chose qu'il ne désirait pas. Il s'agit la plupart du temps d'ajouter des frais ou des options payantes lors d'un achat, parfois sans même que l'utilisateur ne s'en rende compte. Et évidemment, les fair patterns vont se positionner contre les dark patterns et vont demander à ce que le designer
utilise l'attention de l'utilisateur de manière conforme à la loi, de manière transparente. On va faire un rapide overview de quelques dark patterns. Il y en a peut-être une centaine, mais ici, on en aborde environ 5 pour vous donner une idée donc, de ce que c'est qu'une dark pattern et vous donner également une idée, puisqu'on est censé être avec des DPO aujourd'hui, de ce qu'il faut interdire à votre développeur, à votre designer, lorsque vous êtes en train de concevoir donc, un outil de collecte de traitement de données à caractère personnel. Les premières dark patterns que nous abordons aujourd'hui sont les questions pièges. Dans cette tactique sournoise, un site semble poser une question, mais grâce à sa formulation trompeuse, il en pose en fait une autre. Cette astuce va souvent de pair avec le confirm shaming, qui consiste à jouer sur la culpabilité des utilisateurs pour qu'ils choisissent une option plutôt qu'une autre. Non, merci, je préfère payer le plus fort. Dans l'exemple qui est là à l'écran, vous voyez deux questions d'un revendeur qui change au fait le sens de ces questions. En cochant la première case pour refuser, d'accord? Mais la deuxième pour accepter. Si tu n'es pas averti, si la personne qui est confrontée à ce choix n'est pas avertie, elle va consentir, elle va juste cocher les deux. La première phrase dit, please do not send me details of products and offers from currys.co.uk. La deuxième phrase demande, please send me details of products and offers from third-party organizations recommended by currys.co.uk. Donc, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas des publicités ou bien des détails des produits et offres de Corée. La deuxième phrase dit, s'il vous plaît, envoyez-moi des produits et offres des sous-traitants recommandés par Currys. On voit bien là que les questions ne font que revenir, en tout cas, à la même sollicitation. Et il est compliqué dans ces circonstances-là. Il est compliqué dans ces circonstances de parvenir à faire un choix éclairé. La continuité forcée. Ici, vous communiquez vos données de paiement pour l'essai gratuit d'un service. Je pense que c'est le plus répandu. Puis, à la fin de celui-ci, vous êtes automatiquement inscrit pour des paiements mensuels complets, au lieu que l'inscription soit laissée à votre discrétion. Sur cette plateforme de Apple, un essai gratuit peut se transformer en paiement régulier sans que vous ne fassiez quoi que ce soit via Apple. Tout simplement, lorsqu'on vous dit l'essai est gratuit pour 30 mois, derrière, on va mettre dans les conditions qu'une fois que vous renseignez votre carte de crédit pour payer, déjà, la tromperie commence là. On vous dit que l'essai est gratuit, mais pour bénéficier de l'essai gratuit, il faut quand même renseigner sa carte de crédit. Ensuite, quand vous renseignez la carte de crédit, puisqu'on ne vous défalque rien là tout de suite, vous ne savez pas que derrière, le mois suivant, un abonnement par défaut va démarrer. On va commencer par donc collecter, défalquer en tout cas les fonds de votre carte, alors que initialement vous n'avez jamais voulu cela. Les erreurs d'aiguillage. Ici, le design pris, regardez-moi, un gros bouton visuellement lourd qui remplit une fonction utile pour l'utilisateur que nous sommes, comme terminer une transaction. Ailleurs, sur la même page, les options que le site veut vous faire ignorer, comme les options d'exclusion du marketing, sont représentées donc en lien ou en bouton flou. C'est ce que vous voyez à l'écran là. En haut, vous voyez le Premium License, où on vous explique clairement ce qui est là. Et en bas, il y a le Standard License, où on dit des choses qui sont difficilement lisibles. Alors, généralement, les choses qui sont difficilement lisibles, c'est la collecte des données de localisation, c'est la revente de ces données à des régies publicitaires peu sérieux. En tout cas, c'est une opacité, en tout cas de contrepartie
on ne veut pas que vous regardez. Ça également, c'est un dark pattern. Quatrième, c'est la prévention de la comparaison des prix. Ici, certains portails vont s'aimer euh, la confusion auprès des utilisateurs en leur cachant des informations, notamment les prix comparables. Effectivement, il est plus difficile de comparer les prix et prendre une décision en connaissance de cause lorsque tantôt on affiche le prix au poids et tantôt on affiche le prix au kilo. Regardez dans l'exemple qui est là, vous voyez par exemple la pomme qui est à 2 euros par kilo et juste à côté, toujours la pomme, un lot de 6 packs, où ici c'est plutôt 1,7 euros par pack. Et enfin, une tarification au kilo. Dans ces conditions, bon, la comparaison n'est pas évidente tout de suite parce qu'il faut aller calculer. Et si on est, en tout cas, celui qui n'est pas, qui a une attention un peu perturbée, n'aurait pas su d'ailleurs, euh, est-ce qu'il y a ici une différence entre les prix qui sont affichés? Je ne sais pas si avant que je fasse le focus sur ces prix-là, vous aussi, en regardant l'écran, vous avez pu rapidement voir que tout est au kilo ou tout est en pack ou s'il y a vraiment quelque chose qui est glissé à l'intérieur comme ce prix au pack. Ça, donc également, c'est une mauvaise pratique, un dark pattern qu'il ne faut pas encourager dans les développements ou en tout cas dans la conception des interfaces graphiques. Enfin, il y a, en tout cas, enfin, pour notre énumération de ce jour, il y a donc les spams d'amis. L'idée ici, c'est que vous concevez une application où vous devez onboarder, donc accueillir des abonnés. Quand les personnes s'abonnent, il y a quelque part qui est dit que l'abonnement génère automatiquement un mail qui est envoyé à tous les contacts de cette personne-là. Parfois à l'insu de celui qui s'inscrit. Et ce mail, ça va déranger. Si vous avez été au début de LinkedIn, pardon, vous avez vécu cela. Lorsque vous êtes inscrit sur LinkedIn, LinkedIn a aussitôt envoyé des messages à vos contacts pour leur dire que vous êtes désormais sur LinkedIn et qu'ils devraient venir également pour discuter avec vous. On voit ça également lorsque on veut, par exemple, inviter une personne qui n'est pas sur une application ou écrire à une personne qui n'est pas sur une application que nous utilisons. Systématiquement, l'application va envoyer un message à cette personne-là qui t'a défalqué dans votre crédit et lui demander donc de s'inscrire et lui demander de s'inscrire sur, sur votre application. Alors qu'à la base, vous n'avez pas convenu donc de cette inscription. C'est ce qui s'est passé en tout cas avec LinkedIn en 2015. Et LinkedIn a d'ailleurs récolté une amende de 13 millions de dollars de dommages et intérêts parce que beaucoup d'utilisateurs se sont plaints en son temps auprès du tribunal de 100 jours. Alors, permettez, parce que là, il va falloir que je change de support. J'espère que tout le monde est là rapidement. Juste une minute. Le même exercice, on va le reprendre tout à l'heure, enfin, ou pas, mais juste 2 secondes. Mon support que j'utilisais n'est pas actualisé. Et j'y arrive.
Une personne a confirmé que je suis revenu avec mon support. Ouais, tout va bien, Ado. Parfait, merci beaucoup, monsieur Tala. Voilà, qu'il faut éviter, qu'il faut décourager auprès de vos designers, si vous êtes DPO ou si vous êtes designer, qu'il faut éviter, cette responsable de traitement, qu'il faut éviter. Et à contrario, il y a des réponses qui sont attendues, d'accord, par la loi. Qu'est-ce que la loi attend de nous de faire plutôt? On va aborder, en restant un peu dans la logique des trois principes que nous avons cités plus haut, on va aborder des points. On va essayer d'illustrer un peu ce que devrait être, par exemple, le consentement et consort. Et on va revenir en fin de session sur des règles claires posées par le Digital Service Act qui est apparu en 2022 et qui va être, en tout cas, qui entre déjà en application dans l'Union européenne. C'est vrai, ce n'est pas une réglementation qui nous concerne encore ici en Afrique directement, mais ça fait quand même une belle illustration des lignes directrices qui pourraient être posées, d'accord, plus tard par nos législateurs pour clarifier cette question de recours au design dans la conception des interfaces graphiques. Alors, ici, en termes d'information, il faut comprendre avec l'écran là, vous avez vu, c'est un peu épuré, l'information doit être accessible. Le devoir, l'obligation d'information qui est imposée aux, aux responsables de traitement doit être prise en compte de manière, on va dire, doit être prise en compte in extenso. Si vous voulez livrer des informations sur votre nom, les raisons, les finalités du traitement, les intervenants sur le traitement, il faut que l'information soit accessible. Ça ne doit pas être caché. Ça doit être lisible, aussi clairement que nous le voyons comme ça. Ensuite, il faut éviter, en termes de consentement, pour que le consentement soit libre, il faut éviter, par exemple, le recours aux cases précochées, donc ce que vous voyez à droite de l'écran, et aller plutôt sur des cases vierges et permettre effectivement à ce que la personne consente ou ne consente pas. Ensuite, il faut faciliter, je S'il pense vous plaît, avoir monsieur vu là-haut. quelque chose. Oui, L'image n'a pas bougé. Nous sommes toujours sur la page de garde. Tout à fait, oui, ah c'est ce oui, que je voulais Oui, demander aussi. merci. ah oui, donc désolé, je reviens alors. Je ne sais plus trop, je reviens, viens, je- Est-ce qu'il y a un changement? Ouais, là, vous êtes Là, en train de, vous êtes sur le B. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est ce que j'ai expliqué, hein. Donc, premièrement, il faut que l'information soit accessible, comme ça, la manière la plus simple possible, c'est ça. Non seulement ça répondrait donc aux exigences de la législation, mais ça répond également, en fin de compte, aux, aux objectifs du design utilisateur. Parce que pour le design utilisateur, c'est faciliter l'expérience utilisateur, c'est améliorer l'expérience utilisateur et il vaut mieux que l'utilisateur soit en face de quelque chose d'agréable et en même temps de fourni, qui en tout cas libelle l'essentiel de l'information qui est attendue par l'utilisateur. Ici, j'ai abordé donc les cases cochées et les cases vierges. Il faut éviter de précocher les cases. C'est devenu une chanson courante maintenant. Et ça ne doit plus étonner un développeur qu'on lui dise ne précoche pas les cases. Mais c'est quand même quelque chose qui revient lorsque on va par exemple acheter des templates pour faire les développements et qu'on n'est plus attentionné au moment de faire la mise en ligne donc de ces formulaires. Et là, il faut indiquer, j'abordais qu'il faut indiquer l'exercice de droit. Pourquoi la fléchette? L'utilisateur ne doit pas avoir
à naviguer ou à aller fouiller ou à nager dans vos menus pour savoir comment est-ce qu'il exerce son droit. Veut-il exercer ou voudrait-il exercer son droit d'accès? Il faut qu'il y ait sur votre interface graphique, donc sur votre front-end, la facilité de comprendre par où il se dirige pour indiquer pour exercer ses droits. Quand vous allez sur l'application de Facebook, vous allez voir qu'il faut aller dans des menus, dans des sous-menus, malgré que tout le temps il y a de l'itération, il y a un essai d'amélioration pour l'exercice de droit, pour rendre les informations plus accessibles. Il y a quand même encore beaucoup de difficultés à exercer le droit. Une bonne pratique serait par exemple que déjà directement dans le menu, lorsque vous cliquez sur les 3 points à droite de votre page Facebook, tout de suite, on peut voilà, exercer les droits. Mais là, il faut encore rentrer dans les paramètres, confidentialité, aller chercher. Ça, c'est déjà trop compliqué selon l'attendu de la loi. En quatrième bonne pratique, donc fair pattern, il y a la simplicité dans l'information, de l'information à fournir au client ou à l'utilisateur. Au lieu de mettre du jargon, d'accord, vous devez essayer en tout cas de parler de façon claire. L'exemple que je voudrais donner, c'est l'exemple de acceptez-vous de recevoir des offres de nos partenaires. Ça, c'est une mauvaise pratique parce que partenaire dans le jargon usuel veut dire peut-être juste un partenaire. Mais dans le jargon marketing, partenaire veut bien dire des entreprises à qui nous revendons des données sans que ces entreprises aient des objets sociaux directement liés aux nôtres, sans qu'il y ait un genre d'accord de partenariat spécifique entre nous. C'est juste des régies publicitaires qui viennent nous acheter pour que nous, on puisse tirer profit de l'utilisation des données. Donc, au lieu de dire nous revendons à nos partenaires, autant citer une bonne pratique d'ailleurs, c'est de mettre là la liste de ces partenaires et de dire, OK, vos données seront communiquées à ceux-ci. Et j'ai vu récemment une mention d'information très, très, très recommandable où non seulement on a la liste de tous les partenaires qui vont recevoir les données, mais où également l'utilisateur a la possibilité de choisir vers quel partenaire il accepte qu'on envoie ces données. C'est en tout cas la pratique de fair pattern qu'il faut recommander et qu'il faut encourager dans vos organisations. Le consentement doit être spécifique, d'accord? Spécifique en ce que pour chaque finalité que vous annoncez à votre traitement, il faut pouvoir, lorsque ces finalités sont distinctes, il faut pouvoir demander spécifiquement de la personne concernée. Voudriez-vous laisser accès à votre base de données à une entreprise qui fait de la maintenance? Il faut pouvoir lui demander. Une entreprise commerciale, il faut pouvoir lui demander. Un organisme gouvernemental, il faut pouvoir lui demander. Voudriez-vous utiliser sa donnée pour faire de l'analyse statistique sur la fréquentation de votre site web? Il faut lui demander. Quand je reviens au GSM, où on nous dit généralement les conditions générales de vente précisent tout ce qu'on veut faire avec vos données. Je leur rappelle qu'en réalité, oui, les finalités sont annoncées, mais une bonne pratique serait que sous chaque finalité, il y ait des cases à cocher pour qu'on puisse spécifiquement dire oui ou non à tel ou tel, parce qu'on n'est pas lié par toutes les finalités de ces personnes-là. Un peu comme l'indication tout à l'heure, il ne faut pas juste faire qu'indiquer, il faut guider également comment on appelle ça, l'utilisateur dans l'exercice de son droit. Guider en ce sens qu'il faut pouvoir lui dire, OK, pour exercer le droit d'accès, il vous faudra par exemple votre pièce d'identité, payer tel, il vous faudra remplir ce formulaire, ça ira à tel endroit, vous aurez un retour au bout de 24 heures, au bout de 72 heures, au bout de 96 heures, au bout d'un mois. Le guider dans la manière d'exercer son droit. Et le guider également, ça voudrait dire l'informer
caisse de ce qu'il peut faire avec un droit d'accès, ce qu'il peut faire avec un droit d'information, ce qu'il peut faire avec un droit de rectification, suppression, ce qu'il peut faire avec un droit d'oubli, ce qu'il peut faire avec un droit à la portabilité. Il faut pouvoir donc renseigner de façon vraiment intuitive, vraiment simple, l'utilisateur sur cette manière de faire. Ensuite, les informations doivent être lisibles et concis. Ce n'est pas non plus parce que il faut livrer une information exhaustive qu'il faut mettre tout dans un truc. Par exemple, cette exigence nous décourage la pratique des scrolls infinis. Le scroll infini, c'est lorsque vous êtes sur une page où vous avez des conditions générales de vente, où vous êtes en train de défiler à l'infini. Ça ne termine pas. Il y a tellement d'informations, il y a tellement. Et hier seulement, j'ai encore lu des conditions générales d'utilisation, on va dire, et pas recommandables, où justement, tout y est, toute l'information juridique nécessaire y est, mais il faut environ 10 minutes de lecture pour parcourir ça. Ce n'est pas concis, et une fois que ce n'est plus concis, ça devient illisible. Et ça peut décourager l'utilisateur à aller au fond. L'idée, c'est de simplifier, de parler simplement, et de ramener, en tout cas, les informations les plus importantes, telles que la finalité, les destinataires de données, tels que les usages éventuels, tels que le droit des personnes concernées, et de renvoyer éventuellement pour chaque autre catégorie d'informations à fournir l'utilisateur vers un lien pour qu'il ait le temps qu'il pourra avoir le temps de lire plus tard. Mais tout ce qu'il doit connaître, tout ce qui peut être considéré après comme de la déloyauté, doit être livré. D'accord? Doit être livré. Cela étant, il faut également que le consentement soit univoque. D'accord? Il doit être univoque. Il ne faut pas permettre, il ne faut pas confondre l'utilisateur au moment de faire son choix. Il faut qu'il se dise, OK, j'ai juste dit oui pour utiliser le mois d'abonnement gratuit. Il ne faut pas aller cacher l'information de, OK, le mois d'abonnement gratuit, ça va donner droit à des défalcations dès le deuxième mois. Il faut que son oui corresponde à ce qu'il aurait pu attendre et que ça ne cache pas un autre oui qu'il ne maîtriserait pas. Alors, le feedback, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est que lorsque la personne exerce un droit, par exemple, si vous avez prévu des menus pour exercer le droit, il faut systématiquement prévoir donc un accusé de réception, faire l'effort de personnaliser cet accusé de réception. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de le faire pour que l'utilisateur ait donc l'information sur ce qui se passera les jours à venir une fois qu'il a exercé son droit. Ensuite, l'information ne doit pas venir en retard. Quand vous prenez les newsletters, ce n'est pas une fois que je me suis inscrit, je vais recevoir un mail qui m'informe de ce qu'on va faire de mes données. Généralement, les développeurs, les designers aujourd'hui oublient ou les mentions d'informations nécessaires en bas, d'accord, du formulaire de renseignement du mail pour être dans la base de données des newsletters. On oublie également au moment de faire l'inscription, on oublie, en tout cas chez nous, on oublie de mettre tout de suite les conditions générales, les politiques de confidentialité, en tout cas de livrer l'information nécessaire. Parfois, on oublie également, lorsqu'on est désormais dans l'application, de rappeler les bonnes informations. Donc, le choix du moment de la livraison de l'information sera très important et c'est déjà à travers l'interface graphique, la page d'accueil quand on arrive, c'est-à-dire quand j'arrive sur votre site, quand j'arrive sur votre application, il faut savoir que c'est là tout de suite que l'information essentielle doit être livrée et qu'il ne faut pas différer cette information-là parce que l'autorité dit que l'information doit être livrée au plus tard au moment de la collecte de données. Ça veut dire à l'entrée. Donc, à l'initiation, à l'initialisation, d'accord, du rapport que vous allez avoir avec l'utilisateur. Le consentement doit être éclairé. Éclairé, une fois encore, ça veut dire que
les informations utiles sont fournies à l'utilisateur et que l'utilisateur ne confonde pas, n'ait pas la possibilité, ou du moins comprenne ce qu'il a lu. Comprenne ce qu'il a lu et accepter ce qu'il a lu. Qu'il n'y ait pas de sous-entendu dans l'information qu'on a livrée. Et là encore, c'est au designer de travailler sur son interface graphique avec les informations, évidemment, que le DPO ou le responsable de traitement lui aurait fournies. Tracé. La demande d'exercice de droit doit aller quelque part. Et on doit pouvoir, comment on dit ça, remonter cet exercice de droit. On doit pouvoir documenter cette demande et permettre à ce qu'on réagisse au bon moment. Également, on doit pouvoir plus tard, en tout cas dans l'organisation, auditer la demande et dire ce qui a été fait pour répondre convenablement à cette demande. Le consentement, évidemment, doit être pris en amont, pas après. Enfin, je disais que pour que vous puissiez bien guider, il faut évoquer, il faut lister, il faut expliquer ce que c'est que les droits des personnes concernées parce qu'on a comme une obligation d'éducation dans cette ère numérique de l'utilisateur pour pouvoir évidemment le mettre en mesure de comprendre et d'exercer ces droits-là. Sinon, vous allez, par exemple, je sors de l'univers numérique, vous venez au Bénin, il n'y a pas autant de plaintes que de violations de données à caractère personnel parce que justement, les personnes ne comprennent pas. Déjà, ils ne savent pas qu'ils ont les droits, mais ensuite, ils ne comprennent pas quel est le contenu de ces droits-là. Voilà globalement les pistes, en tout cas, assurent pour s'assurer qu'on est plutôt dans les fair patterns plutôt que dans les dark patterns. Maintenant, ça dit, le DSA va faire un apport illustratif, d'accord? Cette réglementation, je vous ai déjà dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que le Digital Service Act, mais elle va aller directement au front et interdire les dark patterns. C'est l'article 25 du règlement qui interdit d'office les dark patterns. Et cette interdiction signifie que les fournisseurs de plateformes en ligne ne doivent pas concevoir des dark patterns et plus spécifiquement mettre en avant certains choix lors de la prise de décision de l'utilisateur, perturber l'expérience de l'utilisateur en lui demandant de façon répétée de faire un choix, et particulièrement lorsque l'utilisateur a déjà fait ce choix, rendre la procédure de désinscription compliquée. Ensuite, les conditions générales doivent être claires donc, et informer les utilisateurs de toute modification de leurs conditions générales. C'est important de dire ça. Dans notre contexte où tout démarre, beaucoup de personnes pensent qu'il faut juste copier, par exemple, les conditions générales d'utilisation qu'on a trouvées sur une plateforme et coller ça sur sa plateforme pour avoir la condition générale. Beaucoup de personnes pensent également qu'il faut juste avoir une condition générale une fois et c'est suffisant pour toute la vie, tout le cycle de vie du traitement. Alors que ce qui est voulu, c'est qu'il y ait une actualisation quasi régulière de ces conditions générales, en tout cas une actualisation au gré donc, de l'évolution du traitement au sein de votre entreprise. Et évidemment, les conditions générales doivent être formulées de manière simple. Ça pose un peu de difficulté aux juristes, rédacteurs qui ont l'habitude donc du jargon et qui doivent aujourd'hui apprendre à parler un langage, on va dire, terre à terre. Les publicités également doivent être claires. Donc, les publicités doivent être visuellement différentes du contenu, l'article 26, avec des marquages bien visibles. Identifier les auteurs de la publicité. Est-ce que c'est la plateforme sur laquelle je suis qui me fait la publicité ou c'est une plateforme tierce? Les publicités ne doivent pas utiliser de profilage. Ils utilisent donc des données particulières à caractère personnel. C'est pas parce que je suis venu qu'il faut profiler et se dire que voilà, me rajouter, en tout cas rajouter ça à mon personnel numérique et qu'en sortant de ta plateforme à un annonce sur d'autres plateformes, je viens me retrouver avec les mêmes publicités parce que j'ai peut-être trop traîné sur ta publicité en la voyant pour la première fois. Et que les systèmes de recommandation doivent être transparents.
l'article 27, on parle ici un peu de tout ce qui est affiliation, système d'affiliation. On dit que les grands acteurs, néanmoins, doivent analyser les risques systémiques qu'ils provoquent chaque année, un peu comme l'AIPD, adopter les mesures nécessaires à l'atténuation des problèmes mis en avant, réaliser des audits indépendants de réduction des risques chaque année. C'est donc là que je voudrais qu'on enclenche le débat, si on peut encore le faire. On a quand même eu 30 minutes de retard. Là, on est à midi 18. Néanmoins, je voudrais quand même qu'on puisse rapidement échanger autour de ce contenu, recevoir les questions, les commentaires et clore éventuellement notre discussion. Merci. Merci, Monsieur Onvi. Monsieur Tala, merci. Oui, allô? Oui, Monsieur Onvi, c'est ça? Oui, voilà. c'est Monsieur Onvi. D'accord. Allez-y, s'il vous plaît. Je vous remercie pour votre présentation très succincte. Moi, je suis juriste à Banré Banque Bénin et c'est l'Est CCI Banque. Et je sais que le domaine que vous embrassez en tant que confrère, c'est un domaine très, très pointu. Je vous encourage à continuer ce chemin et à aller au bout du tunnel et vous n'allez pas regretter. Du courage à vous. J'aimerais de vous demander, vous avez fait référence dans votre présentation d'un règlement. Je peux connaître les références de ce règlement? Et une fois encore, merci pour votre présentation. Je n'ai pas d'observation particulière. Merci. S'il vous plaît, votre micro est désactivé. S'il vous plaît, monsieur Adjassa, votre micro est désactivé. Ah, merci, Monsieur Romain. Merci pour votre intervention. Pour les références, il s'agit du Digital Service Act. Merci pour vos mots et j'espère qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire comme cela. Vous tapez Digital Service Act sur Google, vous avez accès donc à cette réglementation. Et ce n'est pas du tout caché. Eh bien, s'il n'y a pas eu d'autres intervenants, on va remercier tous ceux qui ont pu se connecter à temps et tous ceux qui sont venus nous rejoindre après le démarrage du webinaire. Oui, Monsieur Tala, allez-y. Oui, monsieur Alao, en tout cas, c'est avec un réel plaisir hein, que j'ai eu à participer à cette édition, en tout cas à cette communication. J'ai retenu beaucoup de choses, hein, moi-même qui suis friand de ce domaine et j'interviens même actuellement sur ces questions. J'ai eu à faire, à poser un petit regard comparatif, parce que là où moi je travaille aujourd'hui, nous avons fait un énorme travail de sensibilisation, ce qui fait que beaucoup de personnes savent qu'ils ont quand même, enfin, qu'elles ont quand même des droits, qu'elles peuvent exercer des droits sur l'accès à leurs données personnelles, en tout cas en entreprise. Et parfois, ça pose une difficulté. Et la difficulté, c'est que, bon, tant qu'une personne qui fait plus de 10 ans dans une société, il faut imaginer le nombre de documents sur lesquels la personne a ces informations. Et au moment du départ, la personne demande hein, de consulter ces données. Parfois, c'est un peu agaçant, mais c'est la réglementation qui demande. Il faut quand même que la personne consulte ses données personnelles.
Donc, le revers de la chose, quand que je suivais très bien, quand vous dites que, bon, certaines personnes n'ont pas le droit, mais ici, moi, je parle du contexte français, mais les gens ont l'information et parfois mettent le DPO ou l'assistant DPO dans une position très, très, très dérangeante. Quoique c'est le travail, enfin, c'est le travail, il faut le faire. Donc, c'est un peu ça mon regard et aussi pour l'aspect rédaction, je pense que votre cabinet se positionne aussi très bien dans le domaine parce qu'aujourd'hui, il y a les outils de la Legal Tech qui permettent de simplifier l'information juridique qui servent justement dans la rédaction de ces documents, notamment les CGU, CGV. Et donc, bon, pour m'arrêter qu'à ça, c'est aussi une autre manière pour moi de dire que j'ai très bien suivi votre intervention qui était très riche. Et aussi, c'est une question qui a de l'avenir, comme le dit monsieur Romain. Et nous allons ensemble réfléchir, en tout cas, voir comment on peut continuer la vulgarisation et aussi faire intéresser beaucoup de parties prenantes. Ça sera ma petite contribution. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Tala. Merci d'avoir été avec nous et merci pour ces contributions. Effectivement, ça pose vraiment une difficulté, surtout que, comme le dirait quelqu'un, la réglementation poursuit toujours l'innovation. On est toujours dans une course-poursuite de l'innovation et donc beaucoup de choses étaient déjà faites et c'est maintenant qu'il faut essayer d'arranger tout cela. Ça peut être vraiment complexe. Donc l'information, lorsque les personnes finissent par la voir, effectivement, ça devient vraiment une tâche pour le DPO parce que tout le monde vient exercer son droit et ça peut être compliqué. En tout cas, dans le domaine numérique, ce que je conseille souvent, c'est que à chaque donnée à caractère personnel ou à chaque personne qui interagit avec l'entité, de créer une base de données spécifique où tout ce qui le concerne va directement. Comme ça, au moment, par exemple, d'exercer un droit, on pourra avoir plus ou moins de facilité à le faire. Mais évidemment, pour ce qui est déjà là depuis 10 ans et tout ça, ça va être quand même un peu difficile. Mais voilà, on espère aussi que les boards comprennent et d'autres, donc des DPO de moyens suffisants pour pouvoir répondre efficacement aux exigences de la réglementation. Ressources humaines, ressources financières, ressources technologiques pour faciliter en tout cas la réponse à tout ceci. Merci à vous. Est-ce qu'une autre personne a une autre intervention aussi riche que les précédentes? Bonjour tout le monde. Merci, Bonjour. Monsieur Alaou, pour votre présentation riche d'informations. Merci beaucoup. Dans votre développement, vous parliez tout à l'heure d'une pratique de LinkedIn qui faisait entre-temps, et lorsque vous vous connectiez, un message est envoyé systématiquement à la liste de vos amis. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui se fait toujours sur Telegram aujourd'hui? Évidemment, merci pour votre intervention. Oui, c'est une application que j'ai utilisée il y a un bout de temps, mais je pense que oui. Effectivement, aujourd'hui, quelqu'un arrive sur Telegram, on envoie à tout son contact que telle personne est arrivée sur Telegram. Euh, oui, oui, et ça donne une piste de plainte, peut-être, contre cette application qui prétend pourtant être très respectrice de tout ce qui est protection de données à caractère personnel. En tout cas, c'est une contribution qui peut mobiliser donc les personnes qui sont proches de, des environnements de cette application-là pour faire une plainte. D'accord, merci. Et qui renseigne, hein, et qui renseigne les DPO que nous sommes, que lorsque nous devons conseiller nos développeurs, nos responsables de traitement, nos designers, qu'il faut éviter. Donc, il y a de ce type de notifications push qui vont aller vers d'autres personnes, alors que nous, on entend faire une utilisation privée de leur application. Bien, merci. Il va être 12h30. Je vous remercie d'avoir donc contribué à cette session de webinaire. Très vite, une autre session va arriver et nous espérons que vous serez aussi nombreux.
La présente session est enregistrée et sera disponible d'ici la fin de la semaine prochaine sur notre page YouTube, notre nouvelle page YouTube que vous pouvez déjà visiter, 360 Conseils SAS, et où vous pouvez retrouver également notre précédent webinaire. Merci et à très vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.